L'arbre, c'est le mahogany. Oui. Il y a un jeu dans le titre. L'arbre, c'est un mahogany. Mahogany, je pense que le titre d'un livre doit dépasser la matière littérale de ce livre et doit donner un halo d'indécision, peut-être même de confusion poétique. Et le mot mahagony, c'est une sorte de jeu entre le mot mahogany et le mot agonie. C'est un livre très touffu, hein, comme si on rentrait dans la forêt. Et c'est très important, ça, non? Je suppose que le côté touffu du livre est une dimension importante, surtout pour les gens qui n'ont pas les référents ou les références concrètes du pays antillais. Mais vous avez raison aussi, parce que la littérature, d'une manière générale, la parole et l'écriture, me paraissent être comme des domaines, pour nous, antillais, encore à défricher. Et toujours à défricher. Toujours à défricher. Je pense que pour les écrivains, c'est toujours le cas. Mais pour nous, antillais, c'est spécialement le cas. Parce que il y a une histoire de notre apprentissage de l'écriture dont Mahagony rend compte aussi. Vous savez, nous sommes à la limite entre l'oral et l'écrit. Nous appartenons à des civilisations de l'oralité. La langue créole, et jusqu'ici, était une langue essentiellement orale. Et l'apprentissage de l'écriture est un apprentissage difficile, non pas parce que c'est difficile, mais parce que, comme tout apprentissage, il peut vous précipiter dans des conventions, dans des inattentions à l'écriture véritable. Ce qui se passe d'ailleurs souvent, hélas, pour des écrivains de nos pays. Et je tiens à manifester le fait que cet apprentissage est intimement lié à notre histoire et qu'on ne pourrait pas raconter, par exemple, l'histoire des peuples antillais dans une langue standard, dans un anglais standard ou un français standard. On les comprendrait mal ou à moitié. Oui, il y a une dimension qui échapperait, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi chacun des 3 épisodes de l'ouvrage, qui se situent à des moments historiques différents, en 1830, en 36 et 78, c'est l'urgence. C'est 1978, 1936 et 1978. Chacun de ces épisodes est raconté d'une manière adéquate. C'est-à-dire que chacun de ces épisodes correspond à une de nos étapes du domesticage de l'écriture. Et je pense que c'est intéressant de mettre les histoires des peuples dans l'histoire de leur expérience de l'écriture. Vous savez, les littératures antillaises, on dit généralement que dans le monde moderne, à l'époque moderne, elles sont nées avec le cri poétique qui est poussé par les Damas, les Césaires, les poètes qui poussaient ce grand cri de la Renaissance, en l'occurrence de la Renaissance nègre pour Césaire et pour Damas. Et je pense que après ce moment, le cri commence à s'articuler. Il s'articule en discours. Et cela est tout à fait normal parce qu'à ce moment, on commence à pénétrer les dessous de la réalité antillaise, les composantes. On commence à cesser d'être uniquement poète et pour commencer à être un peu romancier, à passer du cri poétique à la parole étendue. Est-ce que c'est parce que c'est les îles? Parce que, par exemple, tous ces écrivains qui sont sortis il y a déjà un bon bout de temps d'Amérique du Sud, dans le genre de Cortázar, Fuentes, Marquez, Vargas, qu'on va voir bientôt, Neruda, et ainsi de suite, Asturias, ce sont des écrivains d'un continent, oui, d'être d'une île. Est-ce que le fait d'être d'une île fait justement qu'on est plus dans l'oralité? Non, pas tout à fait. Mais d'abord, ces îles sont les véritables préfaces au continent. On ne pouvait pas, au XVIe siècle, on appelait les Antilles la mer du Pérou.
alors que ça n'a aucune relation géographique immédiate avec le Pérou. Ah, je ne savais pas ça. Oui, on appelait la mer des Antilles, la mer Caraïbe, la mer du Pérou, n'est-ce pas? Et donc, on a toujours fait la liaison entre ces îles qui sont comme des lieux de passage et de connivence en même temps, de complicité avant de parvenir à l'aventure étendue du continent. Et ces îles apparaissent donc comme des sortes de résumés. Et nous échappons, nous Antillais, nous échappons peut-être à une sorte de compacité, de masse qui s'exerce sur le continent. Nous avons peut-être un esprit un peu plus volatile, oui. Et peut-être un peu plus aigu aussi, parce que nous sommes sûrement plus menacés, étant plus fragiles et de dimension géographique plus réduite que les masses continentales. Mais est-ce que ça vous différencie de la même manière des écrivains noirs américains dans le genre de Richard Wright ou bien je ne sais pas moi, de Chester Hill? La dimension qu'il y a chez les écrivains noirs américains et qu'il n'y a pas chez nous, c'est la dimension urbaine. Parce que c'est quand même des écrivains de grandes villes, de New York, de Chicago, où il y a cette dimension de la grande ville avec tout ce que ça comporte, Harlem. D'ailleurs, le premier mouvement littéraire important chez les Nord-Américains, ça s'appelle la Renaissance de Harlem, avec Countee Cullen, etc. Mais nous n'avons pas cette dimension. Nous sommes les écrivains insulaires, nos villes ne sont pas des mégalopoles. Les écrivains du sud des États-Unis ont cette chose en commun avec nous. Les écrivains noirs du sud des États-Unis, et même quelques écrivains blancs comme Faulkner, n'est-ce pas, ont cette chose en commun avec nous. C'est cet héritage de l'univers des plantations. Mais il y a une autre sorte d'écrivains dans le Nouveau Monde. C'est les écrivains à la Dos Passos ou à la Richard Wright, qui sont plutôt des écrivains de grandes villes implacables et qui ne connaissent pas, disons, ce bonheur tragique de l'univers des plantations. Puisqu'on parle beaucoup d'écriture, je vais encore vous citer ce passage où vous dites « L'écriture fragile, si à la fin elle s'affermit, ne fait pas partout qu'esquisser les purs, il faut mériter, deviner à force ce qui en surgit. » Bien, là, je vois que vous citez souvent des passages du roman qui sont un peu... Des clés, oui, et par conséquent un peu théoriques, un peu, oui, qui ne sont pas nombreux, mais qui existent. Là, il s'agit tout à fait de cette fameuse transformation d'une parole... indistincte, ancestrale, orale, bien entendu, comme toute parole, en une forme de savoir écrit. Et ce que je pense, c'est que ce passage-là ne peut pas se faire sans une sorte de souffrance, je ne veux pas dire de catharsis, mais presque sans une sorte de souffrance, parce que ce qui surgit dans ces univers, comme les Antilles, l'Amérique latine, les peuples africains à l'heure actuelle, surgit vraiment. C'est-à-dire que cela vient, bien entendu, des fonds anciens, mais c'est brusqué par les vitesses, les précipitations de la modernité. Nos peuples ont à faire un saut dans la modernité qui est complètement traumatisant, vertigineux et traumatisant. Il nous faut vivre en 10 ans ce que d'autres peuples ont vécu en des centaines d'années. Il faut faire l'expérience de tout à la fois, de la responsabilité, de la technologie, du développement, des processus étatiques valables ou non valables, des révolutions, des conflits, etc. Et tout ça se précipite pour nos peuples d'une manière vertigineuse. Je voudrais, c'est ma dernière question, vous demander si avoir écrit un livre comme ça ne vous a pas appris quelque chose.
Je crois que ça m'a appris, non pas quelque chose, mais quelque chose d'essentiel, sur deux plans. D'abord, quand j'ai commencé ce cycle de romans qui accompagne mes livres de poésie, le premier c'était La Lézarde, le premier roman, ensuite Le 4e siècle, Le Malmort, La case du commandeur. Ce sont les romans qui ont précédé Mahagoni. Je ne savais pas, je savais ce que je cherchais, mais je ne savais pas où j'allais avec les personnages de cet univers antillais qui reviennent dans tous ces romans et qu'on retrouve dans Mahagoni. Et j'ai appris avec Mahagoni que le destin de ces personnages ou l'histoire de ces personnages était équivalent de l'histoire de ma recherche d'une pratique de l'écriture. Et c'est ce livre, Mahagoni, qui m'a enseigné cela. Et une deuxième dimension a été importante pour moi. Mahagoni ferme un cycle de cette histoire et en ouvre un autre. Et c'est celui de précisément l'ouverture au monde. À la fin de Mahagoni, un certain nombre de ces personnages partent dans le monde et sont appuyés au mur du monde. Et ils en souffrent ou ils en tirent joie et bonheur. Et je crois que je suis en train de commencer un nouveau cycle romanesque et poétique et d'essais et de réflexion en même temps, qui est, si vous voulez, la confrontation de cet univers antillais à l'énorme défi des cultures mondiales. Et ça m'a un peu... du point de vue de l'écriture, ça m'a un peu, non pas stabilisé, car l'écriture n'est jamais définitive, fermée, mais ça m'a donné des forces pour des œuvres futures. Et je pense que là, c'est une étape importante de ce que j'essaie de faire en matière littéraire.